Donc j'ai contribué à cet ouvrage Notre intérêt national avec un chapitre sur la notion d'intérêt national et de terrorisme. Et en particulier, je me suis interrogé sur l'évolution de la menace terroriste en France. Et ce que j'ai pu voir, c'est que sur 20 ans à peu près, on est passé d'un terrorisme visant les intérêts nationaux à un terrorisme visant la nation elle-même. Je m'explique, Daesh cherche, à mon sens, à saper la nation. C'est vrai pour la nation au Moyen-Orient. On voit Daesh qui, par exemple, s'est évertué à détruire la frontière syro-irakienne et à détruire tout ce qui était les symboles de l'État-nation syrien, de l'État-nation irakien, pour essayer, au contraire, de développer la notion d'Oumma, de communauté musulmane transnationale, qui par définition transcende les identités nationales. Pour ce qui est de la France, on a vu Daesh chercher à détruire la nation française, détruire la culture française. On l'a vu notamment après les attentats du 13 novembre 2015 dans le communiqué de revendication. Daesh cherchait à détruire la France pour ce qu'elle est, à saper vraiment les fondements de notre nation. Et il s'agissait par ailleurs vraiment d'un terrorisme de négation et plus d'un terrorisme de négociation. Il s'agit de nier l'existence d'autrui quand celui-ci refuse de se soumettre. Et là, on voit donc une autre évolution depuis une vingtaine d'années. Le terrorisme ne cherche plus ici à être un poids dans une négociation, à être un outil dans une négociation, mais il s'agit vraiment de faire du terrorisme pour détruire un maximum. Donc par rapport à ce terrorisme de négation, à ce terrorisme qui cherche à saper les fondements de la nation, j'ai essayé de voir également comment la France a réagi. Et on voit que depuis 2014, le gouvernement français a adopté plusieurs mesures, des mesures d'abord législatives, avec plusieurs lois qui ont été adoptées. Les trois principales sont celles de novembre 2014, de juillet 2015 et de juin 2016. Mais au-delà de ces lois, on voit aussi que les moyens des services luttant contre le terrorisme ont été renforcés. C'est vrai pour les services de renseignement, c'est vrai pour la police, pour la gendarmerie, pour la justice également. La réponse française a également été une réponse guerrière, avec le déclenchement de cette guerre au terrorisme à la française, qui s'est matérialisée non seulement dans la rhétorique, avec une rhétorique martiale, mais également dans les faits, avec un emploi très important des forces armées, et en particulier le déclenchement de 3 opérations, l'opération Barkhane, dans la bande sahélo-saharienne, l'opération Chamal, d'abord en Irak, puis étendue à la Syrie, et puis l'opération Sentinelle sur le territoire national en France. Il y a eu d'autres types de réponses sécuritaires également, avec le déclenchement de l'état d'urgence qui a été prorogé jusqu'à aujourd'hui et qui le sera encore dans les prochains mois très probablement. Et puis une réflexion sur d'autres types de réponses, une réponse en termes de prévention de la radicalisation, et puis une réponse aussi visant à développer les initiatives citoyennes et à développer également l'éducation à la citoyenneté, notamment à l'école. Maintenant, cette réponse, ce qui est très frappant pour moi, c'est qu'il y a eu une inflation de mesures, une accumulation de mesures. Et je pense que cette inflation de mesures fait courir 2 risques. Tout d'abord, nous sommes rentrés dans une logique du coup pour coup et de la réponse immédiate. Or, cette logique, à mon sens, n'est pas nécessairement pérenne et risque de nous faire entrer dans une escalade du conflit. Donc là, il y a un point effectivement d'attention. Et puis l'autre, peut-être écueil, c'est que la guerre contre le terrorisme, telle qu'elle a été déclenchée par Daesh et telle que le gouvernement y a répondu, a pour centre de gravité la nation. Donc, la cohésion nationale est au cœur de cette guerre, de ce conflit. Et là, il faut faire attention parce que certaines mesures risquent peut-être de mettre en danger quelque peu, ou en tout cas de porter atteinte à cette cohésion. Il ne faut pas aller trop loin dans la réaction, parce que sinon la surréaction peut être contre-productive et peut effectivement mettre à mal la cohésion nationale. C'est notamment ce que dit le défenseur des droits qui examine notamment l'état d'urgence et la manière dont l'état d'urgence est mis en œuvre et qui a mis en garde contre un certain nombre d'excès de l'état d'urgence qui risquent de mettre à mal la cohésion nationale. Enfin, pour terminer, j'ai essayé d'émettre un certain nombre de recommandations et ces recommandations, il y en a 3 essentiellement. La première a trait aux opérations extérieures lointaines
Et je pense là qu'il faut éviter la dispersion parce que les armées françaises sont extrêmement utilisées, peut-être trop utilisées, et il faudrait sans doute les reconcentrer, concentrer les forces. Et je pense en particulier qu'il faudrait renforcer l'effort dans la bande sahélo-saharienne, peut-être au détriment de la zone syro-irakienne. Mais entendons-nous bien, ça ne veut absolument pas dire qu'il faille interrompre l'effort militaire en Syrie et en Irak, au contraire, et je pense que les sanctuaires djihadistes doivent être détruits où qu'ils soient, mais pas nécessairement par les armées françaises. D'autres armées sont impliquées, notamment la première puissance mondiale, les États-Unis, et donc je pense qu'il faut se reconcentrer là où on a le plus d'expertise et là où les autres ne sont pas nécessairement. Enfin, je pense qu'il faut ajouter 2 points. Le premier a trait à notre environnement plus proche. Donc tout d'abord, je pense qu'il faut tout faire pour que l'Afrique du Nord ne vacille pas, et je pense en particulier à la Tunisie, qui est le pays qui a le plus gros contingent de djihadistes en Syrie et en Irak, un pays qui est très clairement attaqué par Daesh, et je pense qu'il faudrait encore renforcer notre coopération avec les autorités tunisiennes. Cette coopération existe, a été développée, mais je pense que nous pouvons faire encore plus. Et puis dernièrement, pour ce qui est du territoire national, je crois que l'armée doit rester l'ultima ratio, le dernier recours. La priorité doit être donnée aux forces qui luttent contre la criminalité, la police, la gendarmerie, quitte à les muscler si un besoin se fait sentir. Mais l'armée, en tout état de cause, doit rester le dernier recours, doit probablement être moins employée qu'elle ne l'est aujourd'hui sur le territoire national, ce qui nous permettra aussi de conserver des marges de manœuvre si le besoin s'en faisait sentir pour ouvrir un nouveau front.